Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour ce dernier vidéo live de la Ligue des auteurs professionnels, mais je vous rassure, pas le dernier totalement, le dernier de la saison avant la pause estivale, puisque nous nous retrouverons dès septembre pour 2 vidéos live exceptionnelles. Stéphanie nous en dira un petit peu plus tard. Mais ce soir, on se retrouve en compagnie de plusieurs personnes. On n'a jamais été aussi nombreux d'ailleurs, je pense, sur ce plateau. On est en présence de Stéphanie Lecam, qu'on ne vous présente plus, qui est directrice de la Ligue. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Samantha. On est en présence de Carole Couzon, qui est avocate, qu'on a déjà eu le plaisir d'accueillir il n'y a pas si longtemps. Bonsoir Carole. Bonsoir, merci. On est en présence de Ralph Ballès, qui est donc psychologue et formateur. Bonsoir Ralph. Oh. Et nous sommes en présence de Camille Ulrich, qui est autrice. Bonsoir Camille. Bonsoir. Alors ce soir, nous sommes réunis pour parler d'un sujet essentiel, un sujet qui parfois peut paraître effrayant pour certains auteurs et autrices, c'est la négociation du contrat d'édition. Je pense que ça fait partie des questions qui reviennent sûrement le plus au sein de la profession. C'est, voilà, on a accepté mon projet de livre, de roman, d'album, etc. On me propose un contrat. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce que j'ai le droit de négocier? Comment ça va se passer? Le contrat d'édition, il faut le savoir, c'est le lien qui va fonder, je dirais, le propre de la relation auteur-éditeur dans le cas de figure des contrats d'édition, mais plus que ça, qui va en fait conditionner toute la vie de votre œuvre et son exploitation. Donc on ne signe pas un contrat à la légère, il y a beaucoup d'enjeux autour d'un contrat d'édition, qu'il soit juridique, qu'il soit psychologique ou qu'il soit même, je dirais, professionnel pour le reste de votre carrière. Et pour démarrer ce live, j'avais envie de poser une première question à Camille. Camille, est-ce que tu te souviens du moment où tu as reçu ton premier contrat? Est-ce que tu l'as lu? Oui, je m'en souviens parce que c'était il n'y a pas très longtemps et c'était en 2019. Et donc, bien sûr, je l'ai lu. C'est bien. Ouais. Parce que c'était mon premier contrat BD, mais bon, ça faisait déjà 8 ans que je faisais de l'illustration et du graphisme en contrat de commande. Donc, j'avais déjà la notion de savoir qu'il fallait en fait tout vérifier. Et puis, même si je savais que je n'étais pas encore capable de tout vérifier, parce que c'était la première projet d'édition. Mais voilà, je l'ai lu. Et puis, et du coup, je me suis appuyée sur le contrat commenté du Snack BD, puisque le contrat de la Ligue n'existait pas encore, je crois. Tout à fait. Et grâce à ça, j'ai pu en fait, identifier les points qui n'étaient pas clairs dans le contrat et puis les voir avec mon éditrice. Mais en étant consciente que j'ai certainement oublié des choses et pas compris certaines choses. Mais bon, au moins, j'avais l'impression qu'on partait sur des bases à peu près claires. Et quand, du coup, tu as présenté ces points à ton éditrice, est-ce que c'était une situation qui était stressante? Est-ce que tu savais à peu près jusqu'où tu pouvais aller dans tes demandes, que ce soit en termes de rémunération, de points contractuels? Alors, mon éditrice, c'était la première fois qu'elle faisait des contrats BD. Avant, elle avait déjà édité des essais, des romans. Mais elle-même, elle tâtonnait un peu. Du coup, au niveau affectif, c'était plutôt positif puisque je pense que elle-même, ça l'aidait un peu de savoir sur quoi se baser. Ensuite, après, j'ai fait tout par mail parce que ça aussi, c'est un truc que j'avais compris dans d'autres situations avant, que jamais négocié autrement que par mail et jamais annoncé de prix par téléphone. Tu n'as pas négocié dans un bar à 23h? Non, c'est bien que nous oui. Alors, en revanche, là où j'étais pas du tout professionnelle, c'est que c'était donc avec une scénariste cette scénariste, elle avait déjà travaillé avec cette éditrice et elle était même amie. Et cette scénariste me disait que je pouvais avoir confiance. Du coup, sur la rémunération, j'ai pris ce qu'elle proposait parce que c'était ma première BD, j'avais envie de la faire. Et je savais que si je demandais plus, elle passerait à quelqu'un d'autre. Et en plus, je savais pas trop comment savoir combien je pouvais demander vraiment. Parce que sur le Snack BD, c'est encore des prix à la planche. Et là, sur du roman graphique, pour une petite maison d'édition, je crois que c'est pas du tout les mêmes tarifs. Non, je pouvais pas exiger la même chose. Voilà, donc là-dessus,
Après, en voyant que ça m'a pris un an de travail, j'ai bien vu que c'était pas du tout réaliste, mon avaloir. Mais voilà, je suis consciente de ça, que c'est pas pro. Non, c'était ton premier contrat avec, comme tu le dis, le flou pour essayer de jauger, on va dire, une norme ou en tout cas se repérer par rapport à d'autres types de rémunération. Parce que je comprends que vous n'êtes pas du coup extrêmement bien rémunéré. Stéphanie, du côté de la Ligue, vous faites beaucoup de formations sur ces sujets. Quels sont les points d'achoppement qui reviennent le plus dans la négociation de contrat? Quelles sont les demandes les plus fréquentes? C'est-à-dire que d'abord, en fait, on parle de négociation de contrat, mais c'est un peu un leurre pour beaucoup d'adhérents et d'adhérentes, parce que moi, j'ai été surprise. J'ai reçu beaucoup de retours qui ressemblent à peu près à ça. C'est ah bon, mais on peut négocier nos contrats d'édition. Alors évidemment, le juriste, est interpellé parce que on nous vend le contrat d'édition comme un contrat de gré à gré qui doit être normalement négocié par les parties, et on se rend compte très souvent que c'est un contrat d'adhésion. Alors sans vouloir faire un cours de droit. C'est simplement qu'en fait, on signe en l'état ou on ne signe pas. Et ce qui fait qu'il y a assez peu de manœuvres, assez peu de marge de manœuvre du côté de l'auteur ou de l'autrice pour négocier certains aspects. Et d'ailleurs, même certaines techniques sont utilisées pour vous empêcher en quelque sorte. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas de la part des maisons d'édition, je ne vois pas le mal partout, mais des petites techniques comme ça qui nous privent de la possibilité de négocier, c'est de vous envoyer les conventions par mail avec, vous savez, l'impossibilité tout simplement de rayer certaines mentions que l'on jugerait éventuellement attentatoires à ses intérêts professionnels. Donc finalement, moi, ce qui m'a le plus choqué dans mes premières expériences de consultation, de permanence juridique avec les adhérents, c'est l'absence souvent de pouvoir de négocier, de ce pouvoir de négociation. C'est vrai que là-dessus, on l'a beaucoup vu, même au quotidien, on reçoit même parfois le contrat directement signé de la main de, je ne sais pas, de la direction de la maison d'édition, alors qu'on a à peine discuté peut-être même du montant de l'avaloir ou des dates de rendu. Et du coup, on se trouve dans une situation où les choses n'ont pas été posées en fait dans un premier lieu. On a simplement parlé d'un projet et on se retrouve quasiment à devoir signer là tout de suite. Cette espèce de flou qui règne, j'aimerais bien entendre ton point de vue, Ralph, sur le fait notamment que très souvent dans le milieu de l'édition et puis globalement dans les milieux de la création, on se retrouve dans une situation où on va parler de manière plus ou moins informelle d'un projet avec un interlocuteur qui va dire ça m'intéresse beaucoup, allez on le fait. Et après, voilà, on se retrouve face à un contrat et une forme de temps de latence. On ne sait pas très bien comment on va défendre ses propres intérêts. Ok. Alors, il y a plusieurs choses dans ce qu'elle dit. D'abord, je voudrais dire à Camille que c'est normal qu'elle n'ait pas négocié dans le sens, c'est pas normal au sens normatif, mais c'est au sens courant. C'est que elle débutait et que négocier un contrat et réaliser un projet artistique quel qu'il soit, c'est pas le même métier, c'est pas les mêmes activités, quoi. Ce sont deux choses différentes. Ensuite, manifestement, on est dans une espèce d'environnement sociologique qui fait que c'est l'état de fait qui domine et les usages. Et pour revenir aussi sur ce que disait Stéphanie, nous, on a même un auteur ou une autrice, je ne sais plus, qui nous a dit qu'il ou elle avait reçu son contrat sous forme plastifiée carrément. Ah, ça, c'est original. Je pense qu'ils ont découpé juste un petit carré pour la signature, mais vous voyez un peu le truc, genre non, on peut pas y toucher, carrément c'est plastifié, quoi. Donc peut-être qu'il y a une première chose à poser. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que la charge affective, l'investissement affectif qu'on peut avoir dans un projet artistique, il est conséquent. Et à la rigueur, c'est beaucoup plus simple. Ce serait beaucoup plus simple pour vous, les artistes, si vous aviez zéro charge affective, c'est-à-dire que vous vous fichiez éperdument de ce que vous fabriquez, de comment ça peut être vendu, reproduit ou autre, parce qu'à la rigueur, pour la peine, vous seriez très très solide pour négocier. Vous voyez ? Donc plus votre investissement est fort, et plus c'est difficile de négocier. Et puis un troisième point, c'est qu'en face, désolé, mais ils le savent très bien. Ils le savent très bien qu'ils peuvent. On accroche l'artiste par son art, justement. Donc on va parler projet, on va parler film, on va parler jeux vidéo, on va parler musique, on va parler couleurs, on va parler roman graphique, on va parler scénario, récit, tout ce que vous voulez. Par contre, donc on va bien vous mettre là-dedans. Par contre, parler argent, ça c'est beaucoup plus trivial, quoi. Et je pense que la première chose à faire déjà, c'est de segmenter les choses. Il y a la partie projet,
Voilà, et ça, vous en discutez avec le projet, avec le directeur artistique, avec le maquettiste, avec qui vous voulez. Et il y a la partie financière. Et ça, déjà, c'est pas du tout la même discussion. Déjà, je pense que commencer par dire que c'est deux choses différentes et que on parle contenu, on parle forme et on parle argent, mais c'est deux choses différentes. Et si possible, c'est deux interlocuteurs différents. Ça, c'est bien. Voilà. Faut commencer par là. Le professionnalisme, il se pose là. Hein. Effectivement, je parle pas argent au bar. Par contre, on peut parler du projet au bar. Pourquoi pas? Le cadre informel, il peut aider dans n'importe quelle élaboration artistique, qu'elle soit singulière ou collective. Mais par contre, l'argent, les droits, les projets de diffusion, bah ça c'est sérieux. Quand vous relisez le papier, montrez que les clauses, même si vous les acceptez, ça veut dire qu'il y a une contrepartie. Si par exemple, je sais pas, moi c'est un recueil de poésie et que vous signez pour une adaptation, j'en sais rien moi, audiovisuelle, vous êtes en droit de vous demander qu'est-ce que ça va être une adaptation audiovisuelle de vos poèmes. Donc, vous pouvez dire que si ça ne sert à rien parce que c'est un contrat type, vous l'enlevez. Pourquoi on le laisserait? Ce n'est pas la peine de laisser des clauses qui ne servent à rien. Ou alors, si vous le laissez, à ce moment-là, vous montrez que vous avez accepté quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose aussi en échange. Vous voyez? Il faut changer de casquette. Dans l'idéal, il faut envoyer quelqu'un pour négocier à votre place. Ça, c'est l'idéal. Mais on est très conscient que c'est toute une autre discussion qu'on a par rapport aux agents, que c'est pas simple, que quand vous êtes débutant, vous êtes réellement la partie faible, mais il y a quand même des choses à poser, au moins à poser pour l'avenir. Accepter quelque chose, par exemple, en disant, voilà, ok, c'est un petit prix, c'est un petit avaloir, c'est un petit truc, etc. Mais derrière, ce sera pas la même. C'est déjà poser quelque chose pour l'avenir. Vous voyez, c'est pas j'ai accepté le plancher, maintenant ça va être le plafond. Vous voyez, c'est un peu sur des choses comme ça qu'on travaille et qu'on aimerait travailler plus d'ailleurs aussi avec des mises en situation. Mais bon, ce sera à venir. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. La parole. Carole, pour revenir là-dessus sur la notion de contrat d'adhésion, c'est vrai que très généralement, comme on l'a dit, il y a vraiment un aspect, c'est à prendre ou à laisser. Et même s'il n'est pas verbalisé de cette façon, dans les faits, c'est quand même assez souvent le cas. Ça demande deux choses. Ça demande un certain nombre d'éclairages juridiques pour connaître ses droits, parce que parfois dans les maisons d'édition, on nous dit des choses qui sont complètement fausses. Moi, je me souviens d'une éditrice adorable, qui m'a dit « Mais c'est super, tu cèdes tes droits pour 70 ans après ta mort, c'est le droit d'auteur, c'est la protection, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. » Oui, mais alors attendez, le droit de la propriété littéraire artistique et le droit de la cession, c'est deux choses différentes, en fait, c'est deux périmètres différents. Mais tout ça pour dire que très souvent, on se retrouve dans des situations dans lesquelles la marge de manœuvre ne semble pas élevée. Pourtant, toi, dans tous les cas que tu peux voir, très concrètement, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup plus de marge de manœuvre que ce qu'on peut croire, et notamment quand on voit, je dirais, l'état des contrats d'édition type d'aujourd'hui? Alors effectivement, il y a un point qui est récurrent, c'est qu'on constate que souvent, qu'en négociation il y a, et donc c'est déjà très rare, mais quand il y en a, en fait, ça se focalise tout de suite sur la rémunération. Alors, à juste titre, c'est évidemment un point clé, un point fondamental, mais finalement, il y aurait plein d'autres points à négocier. Et évidemment, par exemple, une rémunération qui pourrait paraître un petit peu trop réduite, un pourcentage trop faible, on pourrait dire pourquoi pas, mais dans ces cas-là, par exemple, une durée, comme tu le soulignais, bien moindre, ou alors un territoire bien moindre. Et en fait, finalement, il y a plein d'autres clauses à regarder et qui permettrait en fait de réussir à trouver un contrat plus équilibré, peut-être une autre porte de négocier plutôt que frontalement le taux, qui est effectivement souvent un point plus compliqué à négocier. Donc voilà, au lieu de s'attaquer directement au taux, par exemple, au lieu d'avoir une cession pour la durée de protection des droits, qui va donc, comme tu l'as dit, au-delà même de la vie de l'auteur, pourquoi pas dire ok ce taux, mais pour 5 ans, ou pour 3 ans, ou pour 10 ans. Et en plus, ce qui est intéressant s'agissant de la durée elle-même, c'est que finalement, l'éditeur, il n'a pas forcément intérêt à une si longue durée, puisque dans le contrat d'édition, il y a des obligations aussi à la charge de l'éditeur, et notamment une obligation d'exploitation permanente et suivie de l'ouvrage pendant toute la durée pendant laquelle il a les droits. Donc finalement, est-ce qu'il a réellement intérêt à avoir cette obligation à sa charge aussi longtemps ? On peut se poser la question, puisqu'on peut le mettre à défaut si finalement, passé les 5-10 premières années d'exploitation, il ne se passe plus rien.
ça peut être un point faible pour lui. Donc, lui proposer une durée moindre, un territoire moindre, des droits aussi, peut-être moindres. On n'est pas obligé de céder directement tous ces droits. Je pense que tout ça, ce sont des portes de négociation qui ne sont pas assez utilisées. Et je pense qu'ils sont peut-être plus faciles, voilà, plus à la portée. Ça nous fait une excellente transition avec Dessine-moi un statut pour revenir sur les bases de tout ça. Émilie, peux-tu nous envoyer le générique, s'il te plaît? Dessine-moi un statut. Le droit d'auteur, c'est quoi? Juridiquement, le droit d'auteur fait partie de la grande famille de la propriété intellectuelle. On le retrouve dans la branche de la propriété littéraire et artistique. Le droit d'auteur, c'est un monopole d'exploitation au bénéfice de l'auteur d'une œuvre de l'esprit. C'est la reconnaissance d'un droit particulier pour le créateur, celui d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de son œuvre. D'accord, mais alors, comment on définit une œuvre de l'esprit? C'est une création qui doit réunir deux conditions. Être une création originale, c'est-à-dire porter l'empreinte de la personnalité de l'auteur ou de l'autrice. Être aussi une création de forme, c'est-à-dire ne pas être qu'une simple idée, mais être mise en forme et réalisée. Le droit d'auteur, vous l'aurez compris, c'est un droit très personnel, puisque l'on considère que l'œuvre est le prolongement de la personnalité de celui ou celle qui l'a créée. Le droit d'auteur a une particularité, c'est un droit bicéphale. Oui, il a deux têtes, qui se composent du droit moral et du droit d'exploitation. Le droit moral, c'est le droit de paternité, l'auteur peut exiger que son nom soit associé à son œuvre, le droit au respect de l'œuvre, l'auteur peut contester toute modification qui dénature l'œuvre, le droit de divulgation, seul l'auteur peut décider du moment où son œuvre sera portée au public, le droit de retrait, un auteur peut décider de faire retirer du marché une œuvre publiée, mais devra dans ce cas indemniser l'exploitant de l'œuvre. Le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Autrement dit, le droit moral ne peut être exercé que par l'auteur de l'œuvre ou ses héritiers. Le droit moral n'a aucune limite dans le temps et ne peut pas être cédé. Le droit d'exploitation, c'est un droit patrimonial. Autrement dit, l'auteur peut céder le droit d'exploiter son œuvre à un ou des tiers en contrepartie d'une rémunération sur les ventes. Le droit d'exploitation, c'est un droit de reproduction qui permet la fixation matérielle de l'œuvre, un droit de représentation qui permet la communication de l'œuvre au public. Quand un auteur signe un contrat d'édition, par exemple, il va céder à un tiers un ou plusieurs droits d'exploitation. Le droit d'auteur comporte aussi des exceptions qui visent à préserver un équilibre entre les intérêts de l'auteur et ceux du public. Par exemple, dans le cadre de l'exception pédagogique, les enseignants peuvent reproduire une œuvre sans l'autorisation de l'auteur ou l'autrice si l'objectif est d'étudier cette œuvre avec leurs élèves. Le droit d'auteur, c'est encore beaucoup d'autres subtilités. Mais voilà pour les grandes lignes. Nous sommes de retour sur le sujet par rapport à ce que tu venais d'aborder, Carole, juste avant. Je voulais revenir sur cette notion de rémunération. Parce que très souvent, quand on pense rémunération, comme tu l'as dit, on pense pourcentage et on pense à valoir. Or, en fait, le périmètre de ce qu'on cède a aussi une valeur économique. Par exemple, si on cède ses droits audiovisuels, imaginons, et donc l'éditeur en a la gestion. Si, je ne sais pas, une société de production va avoir un intérêt, va soulever un intérêt pour votre livre, eh bien, ça peut être des sommes de l'ordre de 20, 30, 40, 50 000 euros qui n'iront pas en fait vers vous, puisqu'elles seront différées et iront du côté du cessionnaire, enfin de celui qui a acquis vos droits patrimoniaux sur la frange audiovisuelle. Et ça, souvent, on ne s'en rend pas vraiment compte, on ne se rend pas compte des enjeux parce qu'on n'a pas forcément les repères là-dessus. Et c'est vrai que la question de la rémunération, elle est vraiment au-delà, c'est-à-dire que le périmètre de ce que vous cédez de votre propriété a en soi une valeur économique qui peut parfois être très difficile à mesurer parce qu'on ne sait pas exactement quel va être le succès de l'ouvrage en question, mais en potentiel, c'est le cas. Et deuxième chose, pour la maison d'édition, le périmètre qui est acquis des droits, c'est une valeur économique aussi, parce que par exemple, quand une maison d'édition va être revendue, voilà, je ne sais pas, un plus gros groupe, eh bien, en fait, la valeur, elle est aussi mesurée par le catalogue de la maison d'édition, c'est-à-dire, en fait, la totalité des contrats et ce qu'ils vont recouvrir en termes de cession. Donc, tout ça pour se situer sur le fait que ça a une valeur qui est souvent assez peu comprise parce qu'on voit le contrat comme un seul bloc de contrat égal livre, alors qu'en fait, dans ce contrat, se ventile énormément de sous-parties
qui toutes représentent potentiellement une rémunération. Mais ça, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est l'occasion de s'inscrire aux formations de la Ligue si vous ne l'avez pas fait pour les prochaines à venir, parce que c'est des choses qui peuvent être creusées plus attentivement. Camille, pour revenir à toi, qu'est-ce que tu retiens du coup de cette première expérience éditoriale? Qu'est-ce que tu aurais voulu peut-être changer dans la façon dont ça s'est passé, sans dire en soi que c'était négatif ou quoi, mais tout simplement, voilà, avec le recul maintenant de cette année d'expérience? J'aurais voulu déjà avoir en amont déjà bien identifié à quoi correspond chaque clause du contrat, donc travail que je dois faire en ce moment, et bien identifier ça, et puis aussi me positionner déjà sur une rémunération, parce que c'est pas pour être plus, savoir mieux à quoi m'attendre et dans quoi je m'engage, sur quelle durée. Et c'est ça, en fait, c'est mieux connaître le sens de chaque chose qui est donné dans le contrat. Et puis faire appel à mon syndicat, quoi, pour m'aider justement à faire ça. Parce que toute seule. C'est difficile d'avoir des repères, hein. C'est vrai que quand on démarre, quand on est jeune, et puis très généralement, c'est là que même, je dirais, la discussion, en fait, ne serait-ce que la discussion entre professionnels, ce qui est quelque chose qui se passe souvent en salon, en festival, mais aussi à travers des groupements de syndicats, c'est de savoir se repérer, c'est-à-dire de se dire, est-ce que 15 000 € pour un premier album, c'est beaucoup ou pas beaucoup? Qu'est-ce que vous en pensez? Et l'autre partie, je ne sais pas ce que vous en pensez tous, mais il me semble que il y a comment on peut se repérer au sein d'un écosystème qui est structuré dans des pratiques de rémunération. Est-ce que ça représente pour soi aussi? Parce que c'est quand même un engagement. Et je pense que dans ce cas-là, il y a deux cas de figure. Il y a le contrat qu'on négocie peut-être sur son premier livre, comme tu le disais, qui est déjà terminé en fait, et où finalement on est dans une relation, on a déjà fini un premier projet et on cherche à trouver preneur. Et ensuite, quand on vient nous solliciter pour créer, où là, on sait qu'on va mobiliser complètement du temps pendant, des mois qui sont réduits, qui sont bien délimités, et que là, on va se retrouver dans une relation de travail. Ça, Ralph, j'aimerais bien avoir ton expertise sur le sujet, de ce que tu as pu observer. Comment tu caractériserais les relations de travail dans le contrat d'édition, à ton avis? C'est difficile de faire des généralités, hein. Moi, je suis pas un spécialiste de l'œuvre, de la situation de création et pas forcément de la négociation non plus d'ailleurs. Mais par contre, ce que j'ai repéré, c'est que est-ce que c'est des méthodes qui sont sciemment employées ou est-ce que c'est le fait des événements? Mais il y a des mécanismes qui sont communs et qu'on retrouve. Par exemple, il y a quelque chose qu'on appelle l'escalade d'engagement. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on commence à travailler sur quelque chose, à investir effectivement et matériellement et en temps et en matière, en espace dans un projet, dans quelque chose. Parce qu'effectivement, on nous a vaguement dit que c'était OK. Tout ce qu'on a déjà investi là-dedans en termes de temps, etc., si jamais le projet n'aboutit pas, ça va être perdu. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le cadre arrive. C'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, finalement, madame, vos 3 ans de boulot, ça va être 15 000 €. Et c'est sûr que si c'est 3 jours de boulot ou 3 ans de boulot, c'est pas la même, c'est pas la même chose. Et effectivement, si on commence à dire, mais attendez, moi j'ai bossé 3 ans, on vous dit, tant pis. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est tout ce que vous avez investi là, c'est foutu. Donc, il y a des moyens de sortir de ça. Il ne faut pas être parfaitement honnête. Il faut, par exemple, travailler sur le projet tout en disant qu'on ne le fait pas parce qu'on attend d'avoir un vrai cadre, un vrai contrat, une vraie rémunération, quelque chose. Parce que là, on est en position de négocier, même si par ailleurs on travaille. Je comprends bien qu'il y a des gens, effectivement, ça les travaille au fond d'eux, justement, de travailler. Donc, ils ont besoin de le faire, mais il ne faut pas dire qu'on le fait tant qu'on n'a pas de contrat. À la rigueur, il faut dire qu'on travaille sur autre chose parce que autre chose pour lequel on est déjà payé, rémunéré. Et puis, éventuellement, il faut dire, ce projet est super intéressant, c'est génial, redire un peu tout ce qui est dit, et dire, mais là, pour le moment, moi, j'ai pas de cadre. Par contre, à côté de ça, j'ai une commande. Donc, je travaille sur la commande parce que, ça m'intéresse moins, cette commande. Mais comme avec vous, pour le moment, il n'y a rien de finalisé, voilà, mon temps est précieux, etc. Faire ça, c'est se poser comme professionnel et sans dire que on est prêt à aller ailleurs, implicitement, c'est dire, oui, on est prêt à aller ailleurs. Même si, au fond de vous, on ne veut pas, parce qu'on aimerait bien aboutir le projet, mais pas à n'importe quel prix non plus.
Voilà, c'est ce que intéressant je constate. ce que tu dis, pour rebondir simplement sur le fait que, je crois que c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans l'édition, hein, cette espèce de flou où justement le cadre n'est pas posé d'emblée. Il y a déjà un investissement dans le travail et psychologiquement, c'est très difficile une fois qu'on a autant donné, du coup, de se défendre en fait, parce que c'est ce que tu disais, on a l'impression que tout est foutu et donc ça va amener à plus facilement céder contre ses propres intérêts, je dirais à long terme, certaines choses. Et ça, est-ce que tu as des techniques pour d'emblée poser le cadre? Tu en as donné déjà quelques-unes, mais vu qu'on est dans un écosystème dans lequel les relations sont assez souvent informelles, c'est-à-dire que plutôt qu'une réunion de travail, ça va être un déjeuner. Par exemple, on l'a vu là récemment, mais beaucoup de rendez-vous professionnels vont avoir lieu dans des festivals, dans des cadres, voilà, dans des cadres justement qui n'invitent pas forcément à poser du cadre. Quelles peuvent être les techniques là-dessus pour essayer de recadrer, tout en sachant que la crainte de beaucoup d'auteurs et d'autrices, c'est le fait quelque part de rompre le jeu d'un écosystème donne la sensation qu'on ne va pas y adhérer et que peut-être on en sera rejeté. Alors, en fait, je le redis, hein, mais tout simplement, c'est segmenter au maximum. C'est-à-dire que vraiment, faut segmenter. Il y a la partie processus artistique. Je comprends bien que si on veut co-rédiger un scénario à plusieurs ou le relire à plusieurs, par exemple, ça se fait peut-être de manière plus sympathique dans un restaurant ou avec du café, etc. Enfin, dans un cadre informel, dans un jardin ou que sais-je. Mais la partie négociation, il va falloir que ce soit fait à une table avec les clauses, avec éventuellement le support juridique. Et voilà, ça c'est la première chose. Et effectivement, alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Quand tu dis, bah voilà, on risque de casser le processus, oui, peut-être, mais aussi, on risque aussi de se poser un moment comme un professionnel. C'est-à-dire que si vous travaillez avec un artisan, que vous lui dites, bah voilà, je veux repeindre ma maison, je veux refaire l'installation électrique, la plomberie, etc. Il y a tout un moment où on va discuter en disant, bah, est-ce que ce serait pas mieux de mettre la salle de bain ici, de peindre en bleu, de peindre en vert, etc. Ok. Et là, on peut discuter, effectivement, on peut même discuter de manière très informelle, et on peut même rigoler, et on peut, voilà. Mais il y a un moment où ça va être bon. Si je commande la peinture, si je fais la plomberie, etc., les délais, c'est tant, etc., il y a un acompte à verser, etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, effectivement, on va passer sur le côté formel. Donc, je pense qu'il y a deux manières de le faire. D'une part, de dire à un moment, bon, bah là, on a bien discuté, on fait un échéancier. Comment est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on a un rétro-planning? Vous avez besoin d'avoir, je ne sais pas moi, le scénario finalisé à telle date ou dans telle période, parce qu'il y a le festival de ceci ou cela. Et montrer que vous avez compris les impératifs de la partie qui est en face de vous. À ce moment-là, il faut placer les vôtres en disant, bon, bah voilà, si vous voulez que le scénario il soit prêt en avril, moi, d'ici là, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que vous me rémunérez sur cette partie-là? Voilà. Ou alors, si ce n'est pas possible de me rémunérer correctement, bah, ce ne sera pas en avril. Normal. Parce que moi, vous comprenez, encore une fois, c'est ce que je dis, j'ai une autre commande. Là, il ne faut pas hésiter à mentir, à bluffer. N'hésitez pas, chers artistes, à mentir sur votre processus de création. Il faut toujours que les gens pensent que c'est très long, très compliqué et très coûteux. J'espère que ce n'est pas le cas. J'espère que ça ne ment pas, vous écrivez au fil de la plume et qu'il y a zéro correction derrière. Je suis persuadé que non. Mais en tout cas, derrière, eux ce conseil sera bien reçu. Voilà. Chaque ligne vous prend une journée. Voilà. Il faut qu'ils imaginent ça. Parce que c'est ce que vous allez vendre derrière. Il y a des artistes qui sont capables, vous savez, il y a des gens qui font 3 traits sur un tableau et ça devient extraordinaire et puis ça arrive chez Drouot. Mais et ceux-là, on peut toujours leur dire, mais attendez, vous faites ça en 3 minutes. Ok, mais combien d'années de travail pour j'ai envie de dire, la réalité, hélas, c'est plutôt que très souvent, les sommes étant vraiment dérisoires, en réalité, le temps justement investi est totalement surdimensionné par rapport... parce que c'est vrai que dans les rémunérations de fait, hein, si on fait des calculs même sur les personnes qui vont être dans, on va dire, les mieux payées de la classe moyenne sociale d'un auteur ou d'une autrice, ça représente un SMIC, quoi. Donc c'est vrai que du coup, on se rend compte que de fait, on est presque, je dirais, dans le problème inverse où je pense que déjà, si on pouvait dire la réalité du temps que ça nous prend et que ce soit payé c'est très difficile à mesurer, mais à peu près à sa juste mesure, ce serait une forme de progrès social énorme. Parce que de fait, là, on a plutôt tendance à être dans un écroulement des rémunérations. Tu parlais, Camille, du tarif à la planche qui existait il n'y a pas si longtemps. Avant, en bande dessinée, on était vraiment rémunéré
sur une quantité de ce qu'on fournissait, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une mesure en fait. Peut-être pas de la temporalité, mais au moins du rendu. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est plus qu'à la spéculation en fait du nombre de ventes. Vous avez une charge de travail invisible qui est énorme et l'avantage que vous avez, c'est que ce travail-là, il est très difficile de se le représenter quand on n'est pas dans la partie. Donc, quelqu'un qui écrit, c'est aussi quelqu'un qui va devoir lire beaucoup, qui va devoir relire énormément. Et puis, l'inspiration, quelquefois, c'est pas forcément rester toute la journée devant sa page, mais c'est partir en balade, faire des expériences, partir en vacances, aller voir des expositions, que sais-je, quoi. Et tout ce processus-là, c'est aussi ça que vous vendez, hein. Ça, il faut être clair. Et c'est effectivement, oui, mais il faut vraiment avancer sur l'idée que c'est important. Je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai repéré aussi, qui concerne plutôt entre guillemets, les artistes débutants, c'est-à-dire ceux qui commencent à rentrer dans un processus de rémunération. Et ça, je l'ai observé, c'est assez tordu quelquefois. Encore une fois, je ne veux pas prêter d'intention, mais ça se rapproche beaucoup de ce qu'on appelle le love bombing, le bombardement d'amour, c'est-à-dire que vous apportez quelque chose, on vous dit c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est super, c'est futur Goncourt, vous allez avoir le premier prix Angoulême, Festival de Cannes ou autre, on peut vous raconter toutes sortes de trucs. La personne qui vous le dit peut même être sincère dans son propos à ce moment-là, mais une fois qu'il va falloir vous payer, elle va vous dire non, mais finalement, c'est pas terrible. Et là, c'est très problématique parce que quand on commence à narcissiser, quand on commence à nourrir le narcissisme des gens en leur disant que ce qu'ils font c'est extraordinaire, le risque pour eux c'est qu'ils deviennent dépendants de ce processus-là et donc ils essaient de le retrouver. Donc quand on commence à leur dire ouais non mais bon finalement voilà on va pas pouvoir trop te payer mais quand même on adore ce que tu fais, hein, c'est extraordinaire, tu vas faire progresser la cause du graphisme ou du nouveau roman ou de que sais-je, vous voyez. Voilà, donc là, on essaie de vous trouver d'autres trucs qui ne vont pas remplir votre frigo pour autant. Et puis, je tiens à dire que ce serait bien que votre art, ce ne soit pas seulement vous évader d'un quotidien tout pourri, le faire parce que vous ne pouvez pas faire autrement, mais ce serait de vivre bien et même très bien. Ça, je pense que c'est important de se le dire. Ce n'est pas parce que vous êtes artiste et que vous vous éclatez littéralement dans ce que vous faites que vous devez vivre misérablement. Oui, et puis c'est souvent des représentations parce que adorer ce qu'on fait dans n'importe quelle profession que vous faites avec une forte vocation, il y a des choses formidables et puis il y a des points qui sont plus difficiles au quotidien. Et il n'y a pas de linéarité, enfin, c'est pas linéaire non plus la façon dont on apprécie son métier et les difficultés desquelles on peut être confronté au fur et à mesure. Mais en tout cas, il y a peut-être une représentation de l'artiste qu'on nous invite à jouer, de justement surreprésenter un métier merveilleux, passion, formidable, de rêve. Et après, la réalité quotidienne est parfois assez basique, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est derrière son bureau et puis que, voilà, même si le processus créatif est, c'est vrai, moins typique que d'autres processus, hein, il en restera toujours une part sûrement de mystère et voilà, ça c'est évident. Mais il n'empêche pas moins que ce sont des heures passées à travailler, quoi qu'il en soit. Pour faire ma petite transition, c'est le moment où on va écouter les témoignages d'artistes, auteurs et autrices qui vont nous raconter, eux, leur façon de négocier des contrats et les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Ah oui, et surtout très important, on va dire au revoir à Camille, parce que Camille va nous quitter et c'est Elisa qui va venir à sa place ensuite, après. Donc Camille, vraiment, merci beaucoup d'avoir participé à ce live. Merci à vous pour tous ces lives. Et puis, bonne continuation pour tous tes projets. Émilie, du coup, c'est parti, générique. Bonjour, je m'appelle Harry Bozino, je suis scénariste de bande dessinée depuis environ 4 ans. Bonjour, je suis Malo Karfrieden, je suis dessinateur de bande dessinée chez divers éditeurs depuis une vingtaine d'années. Je suis sculpteur professionnel et réalise des œuvres monumentales pour des espaces publics ou privés. Je me suis blessé il y a une dizaine d'années et ne peux plus sculpter des journées entières. Comme j'éprouve la nécessité de créer, je consacre mon temps à l'écriture, romans historiques, fantaisie, recueil de nouvelles, livres d'art. L'habitude de négocier mes contrats, ça n'est pas venu tout de suite. Quand j'ai commencé, il a fallu un peu de temps pour que je réalise que c'était une pratique qui se faisait. C'est venu en discutant avec des collègues.
Quand j'étais plus jeune, je ne négociais pas mes contrats. À partir du moment où, dans le cadre de l'USOPAV et du Syndicat national des sculpteurs, nous avons travaillé sur l'établissement de contrats types pour les auteurs, cela est devenu différent. J'ai considéré la chose d'un œil plus aguerri. C'est une pratique qui est venue en discutant avec des collègues et puis quand je me suis investi un peu dans le syndicat des auteurs. En réalisant que les conditions dans les contrats étaient très diverses et que certains camarades acceptaient absolument n'importe quoi. Négocier mes contrats, ça m'a fait réaliser que ça changeait complètement la relation avec mon éditeur. Et d'une relation un peu paternaliste, on passait d'une relation plus égalitaire, même si, évidemment, ça reste relatif. C'est vrai que voilà, pour la négociation, moi, toujours, ce qui me manque, c'est de ne pas savoir ce qu'on a le droit de demander ou pas. En réalité, il n'y a pas de clause plus facile ou plus difficile à négocier. Chaque négociation dépend de l'interlocuteur et du rapport de force que l'on peut établir avec lui. Les clauses les plus difficiles à négocier dans un contrat, ce sont souvent les répartitions de droits entre droit étranger et droit français, la durée de cession des droits. Ça, j'ai jamais réussi à faire diminuer la durée de cession standard. Les points finalement les plus faciles, paradoxalement, c'est les avances sur droit. Les clés de la négociation seront donc différentes d'un interlocuteur à l'autre qui veut nous imposer son contrat habituel et duquel nous voulons obtenir des modifications particulières. Il faut nous adapter, faire preuve de psychologie, tenter de sentir, de deviner sur quel point notre interlocuteur est prêt à céder du lest. À nous de savoir jusqu'où nous pouvons aller sans casser la négociation. À nous de savoir. On peut entendre un petit peu les anecdotes d'autres auteurs et c'est toujours agréable de savoir, voilà, de sortir un peu de l'isolement et de savoir ce qui se passe ailleurs, ce qu'on a le droit de demander quand on négocie un contrat ou pas. Les clés d'une bonne négociation, c'est avant toute chose de ne pas se sentir pieds et poings liés dans la négociation et de garder la possibilité de ne pas signer si vraiment le contrat ne nous convient pas. Et également de bien faire attention à ce qu'on signe, c'est-à-dire de bien lire son contrat, de bien comprendre son contrat. Parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont volontairement abscons et il est important de bien comprendre certains points qui peuvent sembler anecdotiques. Nous sommes de retour avec Elisa. Bonjour Elisa. Bonjour. Bien Elisa, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, niveau contrat, est-ce que tu peux nous raconter, nous parler un peu de tes expériences, toi qui es autrice et puis voilà, qui ces derniers temps aussi t'es investie au sein de la Ligue des auteurs professionnels, donc tu as ta propre expérience et puis tu as aussi ce que tu peux voir avec tes collègues. Dis-nous tout. Moi, le premier contrat que j'ai reçu, j'ai rien compris. C'est là en fait où j'ai découvert la charte et ensuite la ligue, parce qu'en fait j'étais complètement démunie face à ce truc que je comprenais pas du tout et que j'étais vraiment embêtée de signer sans comprendre. J'ai été fortement tentée, mais vraiment, ça me dérangeait. Et donc voilà, c'est là où la charte m'a beaucoup aidée avec les contrats commentés et comprendre en fait, essayer de décortiquer les différentes parties du contrat et puis ensuite comprendre justement un peu les normes, comme tu disais, même si on n'a pas des indications sur tout, mais ça donne quand même des idées. Après, les premiers contrats, j'ai essayé de négocier quand même. J'ai rien obtenu. Et puis voilà, je me suis un peu aguerrie au fur et à mesure, essayant d'obtenir un peu mieux à chaque fois. Et en termes de rémunération, de pourcentage,
Qu'est-ce qui faisait que tu arrivais à au moins essayer de négocier? C'est-à-dire à quoi tu t'accrochais pour justement te dire, allez, j'essaye, là je tente, enfin, voilà, je pense que mon travail vaut plus que ce qu'on me propose. Alors, je trouve que les avaloirs et le pourcentage, c'est à la fois là où les éditeurs nous attendent quand même, où ils se disent, bon, ils vont me demander. C'est pas pour ça qu'on arrive à avoir quelque chose, mais en tout cas, ils s'attendent à ce qu'on demande. Par contre, à chaque fois que j'ai essayé de négocier les autres parties du contrat, typiquement les droits secondaires, par exemple, on me proposait du 30-70 sur les droits secondaires, alors que bon, la pratique du marché, c'est quand même au minimum 50-50 en France. On t'a proposé du 70 pour l'éditeur? C'est pas vrai. Ah si, mais dans plusieurs contrats en plus. Hein. Et souvent, en fait, les éditeurs enfin moi en tout cas, les éditeurs avec qui étaient étonnés que je négocie ça en fait. Ils disaient, ah bon, c'est marrant que tu nous demandes ça, personne ne nous demande jamais ça. Eh ben, les autres devraient. Les autres devraient. Eh ben. Après, sur la valoir, qui est quand même un peu le nerf de la guerre, ce que j'essaye de faire maintenant, mais ça ne marche pas toujours, c'est de demander le tirage. J'essaye un peu de m'accrocher à ça en essayant de calculer. Grosso modo, en fait, mon éditeur, il va gagner son chiffre d'affaires en fait, sur ce livre, ce sera ça. Et donc voilà, moi, si j'ai 7 à valoir, en fait, ça représente que 10% potentiellement de mes droits totaux. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, ça me permet aussi forcément de ne pas demander la même chose entre un livre qui va être tiré à 1000 exemplaires et un autre qui va être tiré à 10 000 exemplaires. Qui ont forcément pour l'éditeur pas le même potentiel, quoi. Tu voulais rebondir, Carole? Non, mais ça conforte effectivement que même les éditeurs soient finalement étonnés qu'on puisse discuter toute autre clause que la rémunération, m'étonne pas en fait. Alors que voilà, il y a plein d'autres clauses à négocier. C'est assez révélateur. Oui, c'est très révélateur. Et après, là où je rejoins sur la position professionnelle, c'est que en tout cas, au travers de ma propre expérience, comme je suis autrice, je peux témoigner aussi, c'est que les choses ont changé quand j'ai pris un agent littéraire, ça c'est sûr. Mais ensuite, j'ai été en capacité de prendre assez confiance et de maîtriser assez mon environnement juridique pour moi-même négocier. Et bizarrement, quand ma posture aussi, ma position à moi a changé avec de la connaissance, avec la compétence qui va avec et le positionnement cadré, il n'était pas si compliqué d'obtenir des choses respectables dans certains contrats, en fait. Et ensuite, quand Ralph parlait aussi des relations professionnelles qu'on voulait et du cadre, les éditeurs avec lesquels il était impossible d'avoir ce cadre professionnel, je ne travaille plus avec eux aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est difficile, mais à quel prix on fait les choses? Je crois que c'est quand même une bonne question à se poser à l'issue de ce live. C'est est-ce que vraiment ce projet vaut d'aller se précipiter à aller collaborer avec une maison d'édition ou un interlocuteur qui finalement ne sera pas respectueux au minimum j'ai même envie de parler d'une forme d'intégrité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pouvoir négocier les conditions contractuelles de son activité, c'est une base, surtout dans un environnement qui est aussi peu protégé professionnellement. C'est-à-dire qu'on n'a pas de minimum de rémunération, on n'a pas de négociation de branche, etc. La seule chose à la limite qu'on peut avoir, c'est cette négociation de gré à gré et qui est déjà très complexe. Oui. Et pour compléter... Ouais. Vas-y, oui. Il faut quand même savoir que quand l'éditeur, et d'ailleurs comme tout co-contractant envoie un contrat, c'est forcément un contrat qui est largement en sa faveur. Il faut savoir que la pratique dans certaines entreprises, et notamment dans des grands groupes, c'est quand ils envoient un contrat, qui est leur base de contrat, ils ont par exemple une note 10 sur 10 et au gré des négociations en fait ça va diminuer en fait la note du contrat, donc ils vont accepter en fait assez facilement de faire certaines modifications qui pour eux en fait ils les tentent, c'est des choses finalement ils vont facilement accepter par exemple je sais pas de diminuer la durée intégrale de protection, la passer à 30 ans, pour eux ça change pas grand chose. Il y a des clauses qui sont un peu plus importantes là où ils vont plus négocier, mais et donc voilà, il y a des systèmes comme ça internes. Au final, il y a une note et il y a des bons négociateurs qui arrivent à avoir une note qui reste entre 5 et 10. Puis tu as des mauvais négociateurs qui passent en dessous. Mais tout est question de tenter, parce qu'effectivement, si on ne tente pas, on risque pas d'obtenir. Donc, et encore une fois, l'éditeur ne vous fait pas un contrat en votre faveur. Donc, c'est bien de l'avoir en tête.
Tout à fait. Tu voulais dire Ouais, quoi? moi, je voudrais ajouter un autre point qui me semble important, c'est que Samantha, tu mets en lumière effectivement ces conditions qui peuvent être, enfin, qui sont foncièrement indispensables de négocier, mais il y a parfois aussi des éléments qui peuvent menacer notre sécurité juridique. C'est-à-dire que c'est un autre niveau, quoi. On n'est plus sur de la négociation de clauses qui vont favoriser notre activité professionnelle. Ce sont carrément des clauses qui pourraient menacer notre équilibre financier, notre sécurité juridique, des clauses limite dangereuses et qu'il faut impérativement refuser de... Tu penses à quelle clause Alors, moi, par exemple, j'en connais une qui me fait très, très peur, c'est les clauses avec... c'est les contrats d'édition avec levée d'options. Il y en a de plus en plus, c'est très développé et d'ailleurs au sein de grands groupes, je les vois de plus en plus. Donc le principe pour l'expliquer, parce que c'est pas évident de savoir ce qu'on a face dans son contrat, c'est qu'en fait on va vous demander, on va vous solliciter pour réaliser une œuvre de l'esprit. Alors je vais pas dire le mot commande parce que je sais qu'il est souvent discuté, mais en tout cas en fait c'est le contrat de levée d'option, c'est un contrat de commande déguisé. En tout cas, le jeu, oui. Là-dessus, je pense qu'on peut arriver à cette conclusion et elle serait à l'abri de la critique. En tout cas, la technique juridique serait ça reste un contrat de commande. Et en fait, on va vous verser une rémunération en contrepartie de la réalisation de ce travail, mais l'éditeur va se réserver quand même le droit, à un moment donné, de cesser toute collaboration en considérant que finalement, le manuscrit ne correspond pas à ce qu'il avait demandé au tout départ. Alors du coup, on se dit, qu'est-ce que je fais avec mon travail? Eh bien, votre travail, on vous dit, rassurez-vous, vous gardez votre travail et puis bon prince, vous pouvez conserver la somme qui vous a été versée en sachant que c'est qu'une partie de la somme qui est versée parce que généralement, elle est décomposée de la façon suivante. Vous recevez une partie à la signature, une partie à la remise du manuscrit et puis ensuite, parfois, elle est décomposée de cette façon-là. Et du coup, vous vous retrouvez en tant qu'auteur ou autrice à être débiteur d'une somme d'argent que vous serez en mesure de rembourser à l'éditeur si par exemple vous proposez votre manuscrit à un autre éditeur ou par exemple si vous décidez d'auto-éditer votre manuscrit. Donc finalement, pour le dire simplement, on vous a demandé de réaliser une œuvre que la personne ne veut plus et on vous demande si vous voulez exploiter cette œuvre, de rembourser la somme que vous avez reçue préalablement. Et on se retrouve avec une vraie insécurité juridique, quoi. Parce que si on transpose ça à n'importe quel autre métier, c'est improbable, mais complètement. Et c'est là où je pense qu'il faudrait d'ailleurs qu'on aille chercher du côté du droit des communs des contrats pour se trouver des sorties de secours. Mais il y a un autre point, et j'ai eu la chance de travailler avec Carole sur certains dossiers de sociétés qui sont en liquidation judiciaire et qui aujourd'hui n'hésitent pas à demander le remboursement des avances qui n'ont pas été amorties par les droits tirés de l'exploitation de l'œuvre. Donc, vous vous rendez compte à ce moment-là que les auteurs qui acceptent des avances peuvent à un moment donné être confrontés à une demande de remboursement. Alors, on va me dire, oui, mais ça ne se fait jamais. Moi, je trouve que ça se fait de plus en plus et Carole peut en témoigner puisqu'on a bossé ensemble sur des dossiers dont il était question d'un remboursement d'une avance. Voilà. Complètement, je confirme. Et donc, sur ces fameux contrats d'option, si ça devient la norme, imaginons pour un grand groupe, ça devient quand même très compliqué pour les auteurs, en l'occurrence, de négocier parce que ça devient carrément la coquille du contrat qui se métamorphose et qui devient plus insécurisante encore. En fait, il y a une vraie contradiction entre la façon dont on conçoit les auteurs au sein du Code de la propriété intellectuelle et la façon dont ils sont traités en pratique. Il y a un gouffre énorme entre les deux. Et je crains que du côté des universitaires spécialistes de la propriété intellectuelle, on n'ait pas mesuré complètement ce gouffre-là. C'est-à-dire que d'apparence, on a un droit de la propriété intellectuelle qui est très formaliste et très protecteur des intérêts des auteurs. On a l'impression de l'extérieur, et Samantha, on a eu l'occasion d'en discuter à de nombreuses reprises, mais il y a un vrai gouffre, c'est-à-dire que sur le papier, effectivement, vous recevez une protection du CPI et ce code de la propriété intellectuelle est très protecteur. Et on voit en pratique que les contrats sont souvent très déséquilibrés, il y a des déséquilibres significatifs qui nous font douter de l'intérêt d'ailleurs de les signer. À ce point-là, on se dit finalement, il ne faut pas s'embarquer dans un truc qui pourrait nuire à vos intérêts
Mais c'est même pas que des intérêts financiers, quoi. C'est aussi de menacer finalement la pérennité de votre carrière. Il y a vraiment un danger, quoi, parfois. À ce sujet, peut-être, pardon, pour rebondir, pour donner la parole à notre autrice en plateau, Elisa, toi, au niveau justement de la négociation, de la signature de contrat, comment tu mesures le temps que tu investis par rapport à la rémunération qui t'est donnée? C'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression d'être rémunéré à la hauteur de l'énergie que tu consacres? Non, c'est assez proche de ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en général, malheureusement, en tout cas, la valoir touchée, moi, je considère que ça correspond jamais en fait au temps que j'ai investi. Après, bon, même si aujourd'hui, on en discutait avec Stéphanie lors justement de la négociation, qui nous disait qu'il y avait 85% des contrats qui, en fin de compte, ne remboursaient jamais leur avaloir, c'est un petit peu déprimant. On a toujours l'espoir de faire un investissement, en fait, de se dire on dépassera l'avaloir et là, ça vaudra le coup. Mais sur ce truc d'avaloir, parce que quand on prend un peu de recul et de distance, voilà, quand vous êtes une entreprise et que vous faites des investissements, il y a des investissements qui sont des coûts fixes. Enfin, je veux dire, quand vous allez investir pour la fabrication de votre livre, par exemple, vous n'allez pas attendre de votre imprimeur qu'il rembourse. Voilà, je veux dire, il y a vraiment un truc quand même dans cette notion d'avaloir qui est qu'on part du principe que le travail et la cession de droit n'a aucune valeur, puisque c'est une injection qu'on fait, un pari sur l'avenir qu'on doit rembourser. Et on fait porter sur l'auteur le fait que si, entre guillemets, ça n'a pas été rentable, entre guillemets, c'est de sa faute. Mais je veux dire, on pourrait dans ce cas-là le décomposer pour tout. On pourrait, vous imaginez dire à un salarié d'une maison d'édition, écoute, là, franchement, ce mois-ci, non mais donc en fait, on va te faire que la moitié de ton salaire. Non mais c'est ça, ou alors on va te le prélever. Et c'est vrai que moi, je pense que par rapport à la négociation du contrat d'édition, on l'a évoqué, mais d'une manière peut-être plus évasive, mais finalement, il y a deux dimensions. Il y a vraiment le travail de création qui est fait, et donc tous les points du contrat qui vont être liés à ça, c'est-à-dire les dates de rendu, parfois on peut voir des obligations de faire des tournées de promotion, des choses qui vont physiquement nous engager à un moment. Et puis, ce qui est l'ordre de la cession de droit, c'est-à-dire, oui, on négocie ce qui est l'ordre de la propriété intellectuelle. Et c'est quand même fou de se dire que sur les deux tableaux, je dirais, et le travail et la propriété intellectuelle, on est dans une situation où les auteurs et autrices sont quand même très majoritairement perdants. En général, et même quand il y a un grand succès, ce qui est censé être la récompense absolue de cette loterie incroyable de la création, vous avez des auteurs et autrices de best-sellers, ce n'est pas pour rien qu'ils se sont investis syndicalement, c'est qu'eux-mêmes peuvent le dire. On pense à Eric Lhomme, je veux dire, qui a vendu 1,5 million, c'est ça, 1,5 million chez Gallimard, et qui explique vivre avec moins que le SMIC. On se dit que quand même il y a un problème. On a un souci pour admettre la temporalité, la corrélation entre le temps passé au travail de création et la rémunération. Et on est dans un milieu où finalement parler d'argent, c'est un peu vulgaire. Donc il y a deux peut-être combats à mener. C'est revendiquer qu'il s'agit d'un vrai travail et ensuite revendiquer que ça peut être un travail professionnel rémunéré. Voilà, qu'on peut s'investir là-dedans pleinement dans un but lucratif. C'est pas vulgaire. Chercher à toucher une rémunération en contrepartie de ce travail de création. Carole, tu voulais... Non, j'ai rien à ajouter à ce titre, mais effectivement, ça rebondit avec ce qu'on a pu déjà dire. C'est aussi justement cette posture d'être un professionnel et pas vulgaire effectivement de parler d'argent dès lors qu'on est effectivement un auteur professionnel. Et je pense qu'effectivement, c'est une question de posture, comme il a pu déjà être dit en fait. Sur la posture, Ralph, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Oui, je trouve en effet que ce qui est difficile, c'est qu'on va vraiment vendre une partie de soi-même quelque part quand on négocie un livre, et je trouve que c'est beaucoup plus difficile qu'à négocier un salaire quand on est salarié. Et c'est là où je pense que justement peut-être mettre un agent entre les deux, ça permet justement d'avoir un tampon qui va rendre ça professionnel si on n'est pas capable de le faire.
Et parce que en fait, il y a vraiment, je pense, pour beaucoup le syndrome de l'imposteur, de dire je suis pas à ma place ou en fin de compte il me faut une fleur et ça aide pas à négocier en fait. Surtout quand en face on a, alors tous les éditeurs sont pas comme ça, hein, mais il y en a beaucoup, ça va être, moi j'ai reçu pareil, alors pas plastifié, mais j'ai reçu des contrats en papier directement, comme ça. On se pose pas de questions. Ou alors voilà, on a la fin de nos recevoir de dire non mais en fait on fait ça pour tous nos auteurs. Donc en fait pourquoi toi tu demandes plus ou différemment, autre chose que tous les autres. Qu'est-ce qui te permet toi de demander ça? J'avais une petite question pour Raph, mais pour rebondir sur ce que tu dis sur le tous les autres, en fait ce qui est intéressant c'est les injonctions contradictoires. Parce que pour avoir observé longuement tous les arguments, à la fois on nous dit que ce n'est pas un travail, mais quand il s'agit de dire qu'on va nous payer moins, il y a un argument qui revient, c'est de dire que c'est nos premiers livres, du coup qu'on est expérimenté, comme s'il y avait de manière sous-entendue une grille de salaire et qu'en fait on était au début de la grille. Mais en revanche, il y a aussi toute la dimension de... tous les auteurs sont traités de la même façon, donc on ne veut pas faire de fleurs, ce qui est absolument faux, hein, parce que ce n'est pas le cas, bien sûr. Ou alors, à l'inverse, de dire que, justement, c'est un contrat de gré à gré et qu'il ne faut pas regarder, en fait, ce qu'un autre a touché, parce que ça n'a rien à voir, ça se négocie. Donc, en fait, on est toujours dans cette injonction de... On n'a pas les avantages des freelances, je dirais, ou des indépendants d'un point de vue contractuel, qui ont qui, pour le coup... vont eux émettre leur contrat ou leur devis et vont avoir la main en fait sur un certain nombre de choses, et pas non plus celle des salariés où il y a une forme de protection dans la relation de travail et dans le contrat, et justement quand même plus de transparence avec des conventions collectives, avec une structuration et une formalisation, que ce soit des rémunérations et des conditions. Et nous, j'ai l'impression que le contrat d'édition, il est dans cet entre-deux qui fait qu'il est très difficile de sortir gagnant d'une négociation. On le peut bien sûr, mais même ce qu'on va obtenir de mieux reste quand même un combat de longue haleine. Et quand je vois comment ça se passe dans des pays étrangers, notamment où il y a davantage de structuration juridique et d'encadrement du travail, on se rend compte que la France n'est quand même pas forcément un exemple en matière de protection des créateurs et créatrices. Je peux peut-être ajouter quelque chose, mais vous avez intérêt, pour poser le cadre, à toujours différer la signature. Déjà. Parce que effectivement, comme l'a rappelé Stéphanie, il y a vraiment des clauses apparemment qui doivent être une impossibilité de signer. Montrez que vous les avez repérées et que vous ne les signerez pas. De toute façon, si c'est pour vous mettre en danger, vous, votre travail et votre avenir, voilà, ça vaut pas la peine. Mais au moins, montrez que vous les avez vus et que vous les barrez de suite déjà. Donc de toute façon, vous signez pas tout de suite. Et après, si vous signez, montrez que vous avez lu, quoi, et que vous savez ce que vous signez, que vous savez ce que vous cédez. Et encore une fois, rien n'est gratuit. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui, apparemment, que les éditeurs embêtaient en disant que voilà, ils allaient leur donner 5 exemplaires de leur travail ou 10 exemplaires à des fins commerciales, enfin des fins plutôt de promotion. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui me semble absolument délirant, cette affaire-là. Alors, si vous cédez sur quelque chose, si vous n'avez que 15 exemplaires au lieu de 20, il faut obtenir quelque chose d'autre. N'hésitez pas quelquefois à polariser le débat sur un truc auquel vous ne tenez pas forcément pour éventuellement obtenir quelque chose auquel vous tenez. Et ça, c'est vraiment des choses qui se travaillent et qui se réfléchissent en amont. Donc, ne pas signer tout de suite, déjà, ça me semble vraiment le truc à faire. Même si vous avez lu le contrat, que vous connaissez la personne qui est en face de vous, ne pas signer tout de suite, c'est montrer que vous faites attention à ce que vous signez tout simplement. Donc, vous vous posez en professionnel. Et moi, je compléterais aussi en tout simplement en étant curieux. Parce qu'en fait, c'est logique de ne pas forcément tout comprendre de son contrat, parce qu'en plus, des fois, c'est des modèles qui sont retravaillés, d'autres modèles. Et des fois, effectivement, il y a des choses qui sont fausses, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, qui ne sont pas compréhensibles. Mais il ne faut pas hésiter à dire, moi, cette clause, je ne la comprends pas. On va vous donner une explication, voire même vous allez lever un point, parce qu'il y a des 2 clauses contradictoires. Donc, je pense que c'est...
à nouveau, c'est d'être un professionnel que de savoir ce que l'on signe et que de poser toutes les questions pour bien comprendre. Donc, vraiment, on le lit, on pose les questions et on demande des modifications, des explications, des clarifications. Il y a un autre aspect qu'on n'a pas du tout envisagé, mais je pense qui est aussi important, c'est l'investissement de tout l'auteur du point de vue de la promotion de son œuvre. Alors, il y a des contrats qui sont très peu divers ou au contraire qui va obliger l'auteur à faire des dédicaces, aller dans des conférences, rédiger même des textes, tout ça. Tout ça, c'est pas neutre puisque une fois que vous êtes engagé à le faire, faudra bien le faire derrière. Et s'il n'y avait pas de rémunération qui était correspondante à toutes ces prestations, ça va être beaucoup plus compliqué de les négocier après. Hein. Donc, ne pas hésiter à poser des questions, de dire ça, c'est quoi cet éclairci? Enfin, voilà, je comprends pas. Il faut que je rédige pour la promotion des synthèses. En quoi ça consiste? Voilà, vraiment être curieux de ce qui est écrit et demander les clarifications, les précisions nécessaires. Pardon, mon micro était coupé. Excusez. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. J'essaie de regarder en même temps les questions justement du chat, ce que je vais réussir à faire. Je voulais dire à ce niveau sur tout ce qui est négociation, parce qu'on a parlé de la difficulté. Est-ce que Stéphanie, tu peux aussi nous parler des avancées, c'est-à-dire tout ce qui se passe de positif quand justement on négocie et que c'est peut-être pas la totalité de ce qu'on voudrait obtenir, mais qu'on arrive quand même à avoir quelque chose? En fait, ce que je remarque des retours des adhérents et des adhérentes qu'on voit en formation, c'est que c'est juste la première phase de négociation qui est difficile parce qu'à partir du moment où ils ont commencé justement à faire ce petit effort-là, d'un seul coup, il y a comme un enclenchement et en fait, ça leur paraîtrait presque impossible ensuite de ne pas négocier ou de ne pas discuter les clauses du contrat. Donc, il y a vraiment un entraînement. Moi, ce que je vois en tout cas de positif, c'est que peut-être après, je n'ai pas suffisamment d'éléments statistiques pour affirmer une vraie position doctrinale, mais en tout cas, il y a une professionnalisation qui est marquée et une volonté des auteurs et autrices de comprendre ce qu'ils signent. On a pu le voir, par exemple, à l'occasion de la publication de notre contrat d'édition équitable. Ça fait 1 an maintenant, le nombre de réactions qu'on a reçues. C'est-à-dire que finalement, c'était un outil qui était attendu par les professionnels et on saluait le travail parce qu'en fait, pour une fois, ils avaient un contrat qui était court, un contrat qui était simple d'accès et puis un contrat qui, en fait, était un vrai contrat d'édition. Parce que ça, c'est un point qu'on n'a pas développé non plus. Mais si on regarde l'objet stricto sensu du contrat d'édition, c'est de reproduire l'œuvre et c'est de forcer l'éditeur, d'obliger l'éditeur à exploiter l'œuvre de façon permanente et suivie. Normalement, c'est ça un contrat d'édition. C'est pas un contrat dans lequel vous cédez aussi les traductions, les représentations, les images. Où on vous demande justement de rédiger une œuvre et de pas l'exploiter derrière. Donc finalement, peut-être qu'il faudrait encore aller vers ça, quoi. C'est-à-dire réfléchir collectivement avec d'ailleurs nos partenaires sociaux naturels, qui sont aussi les syndicats d'éditeurs. C'est de réfléchir au rapprochement des besoins des uns et des autres et finalement à la façon dont on contractualise tout ça, parce que même eux, je sais qu'il y a les intérêts financiers qui sont en jeu et que oui, d'avoir un catalogue tout de suite, ça pèse dans la balance et ça fait que voilà, l'entreprise coûte plus cher, mais en vrai, ils n'ont pas besoin d'avoir des droits pour. On en parlait l'autre jour avec le secrétaire général de la Ligue des auteurs professionnels, Frédéric Maupoy. Il disait, mais au final, quand on regarde le temps pour lequel on cède nos droits,
parfois on peut pas l'estimer parce qu'évidemment ça se compte après la mort de l'auteur, mais mettons qu'on prend simplement l'espérance de vie, on se dit mais en fait c'est délirant de céder ses droits pour plus de 110 ans, 120 ans, 130 ans, alors que finalement notre œuvre va rester exposée dans les rayons d'un libraire peut-être 3 mois, 4 mois, 6 mois ou encore moins. Du côté adverse, entre guillemets, en tout cas, c'est vraiment que, comment dire, on se prémunit de toutes les situations possibles en cas de succès pour pouvoir, c'est le jeu, c'est-à-dire que... Mais je suis d'accord d'un point de vue rationnel, jusqu'au jour où il y a Tintin, il y a, voilà, et là, les ayants droit, et voilà. Mais évidemment que d'un point de vue strictement rationnel, oui, ça va être 1 pour 10 000 contrats où en fait ça aura été un enjeu financier très important. Si demain il y a des tickets de loto gratuits qui sont distribués, les gens vont les prendre. Hein. Enfin, pour moi, c'est un peu ça. Quand on donne nos droits, quand vous donnez vos droits pour 110 ans, effectivement, si dans le lot il y a un super best-seller, voilà, mais c'est offert, c'est cadeau. C'est juste ça que je disais, c'est que rien doit être offert en fait. Ou tout au moins, si vous l'offrez, vous avez le droit d'offrir effectivement, mais il faut montrer que vous savez que vous offrez quelque chose et que peut-être vous tenez le best-seller du prochain siècle, mais dans ce cas-là, voilà, si vous en faites cadeau, vous en faites cadeau, mais c'est un cadeau. C'est pas je signe, j'ai même pas vu que j'offrais ça, quoi. Et puis c'est pas non plus tout noir ou tout blanc, 1 an ou toute la vie, toute la durée de protection. Il y a plein d'autres mécanismes contractuels qui peuvent être mis en place, par exemple une durée qui serait renouvelable ou qui serait qu'on pourrait rediscuter selon passer un certain nombre d'exemplaires vendus. Justement, à nouveau, c'est un contrat de gré à gré. Il y a la discussion et on peut faire preuve aussi de créativité dans la rédaction même du contrat et proposer plein de choses. On n'est pas obligé d'être directement toute la durée de protection des droits. Oui, il y a la négociation par palier, excusez-moi. Oui. La négociation par palier, par exemple. Excuse-moi. Non, c'est que je me disais qu'en fait, dans ces dimensions de la négociation du contrat d'édition, je crois qu'il y a 2 choses dans la durée du contrat. Il y a la durée où on cède nos droits, donc il y a la durée d'exploitation, mais c'est ressenti aussi comme la durée de collaboration professionnelle avec une maison d'édition ou des interlocuteurs. On a quand même très souvent le cas de situations. Alors, parfois, ça se passe très bien. Je veux rassurer les personnes qui nous suivent sur le chat. Je sais qu'on est forcément focalisé sur les points négatifs. Mais si, exemple, vous êtes dans une situation, on a vu ça récemment dans une affaire de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, enfin bref, où une collaboration avec l'interlocuteur devient insoutenable, imaginons psychologiquement. Vous êtes, vous, dans le cadre d'un contrat d'édition qui peut durer encore 40, 50, 60 ans, etc. Et il y a l'exploitation de l'œuvre, mais il y a aussi ce qui vous oblige à avoir des interactions avec vos interlocuteurs professionnels. Et c'est là que je trouve qu'il y a une réelle ambiguïté dans le contrat d'édition, c'est qu'en fait, on est vraiment dans un contrat hybride qui mélange ce qui est de l'ordre de la cession de la propriété et puis de nos conditions contractuelles. Et dans les faits, c'est quand même assez difficile de rompre un contrat d'édition. Il y a des voies possibles, mais on sait très bien que c'est assez difficile. Bien sûr. Donc, ça veut dire que non seulement ça engage vos droits, mais ça vous engage aussi avec des structures. Et je lisais une question dans le chat sur... par exemple, si ma maison d'édition décide de revendre son catalogue et donc mon livre à une autre maison d'édition, et que par exemple, je me sens profondément mal à l'aise avec ce choix de cette nouvelle maison d'édition, je ne m'y retrouve pas, elle publie des livres qui sont dans des valeurs qui sont complètement opposées aux miennes, enfin, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est intéressant de voir concrètement qu'est-ce qui se passe, et juridiquement et psychologiquement dans ce genre de cas, parce qu'on voit bien que la publication d'un livre, c'est l'exploitation des droits, mais c'est aussi des relations professionnelles. C'est aussi recevoir ses rééditions de comptes, c'est aussi discuter d'une éventuelle réédition. Enfin, c'est tout un faisceau d'éléments qui ne se cantonnent pas qu'à la propriété intellectuelle. On nous dit dans le chat qu'il faudrait un syndicat, mais nous sommes un syndicat à la Ligue. Vous êtes sur le live du syndicat.
C'est aussi pour ça que je milite à la Ligue, c'est parce que je trouve qu'au bout d'un moment, en fait, on a beau se dire, on essaie de négocier et tout, et heureusement, il y en a qui y arrivent, hein, mais on est quand même vraiment la partie faible du contrat. Et c'est là où je trouve que quand même, il doit y avoir un encadrement législatif aussi pour protéger, pour nous protéger. Et c'est intéressant parce que là, on vient de faire un peu, enfin, pour la Ligue, je viens de faire un peu un tour du marché européen, et en fait, on voit que les autres pays, ça se passe pas du tout comme chez nous. Et en fait, pour eux, c'est tout à fait normal. Donc, par exemple, en Espagne, parce qu'on parlait de la durée des contrats. En Espagne, c'est dans la loi, c'est inscrit qu'un contrat d'édition, c'est max 15 ans. Donc, au bout de 15 ans, si l'éditeur veut continuer à exploiter l'ouvrage, il repaye un avaloir. Hein. Et comme tu dis, si on veut sortir d'une relation toxique, on a une porte de sortie, on a une porte de renégo, parce que si les chiffres sont bons, on peut renégocier le pourcentage. En Angleterre, c'est pas légiféré, mais bon, comme tous les auteurs sont représentés par des agents, la moyenne, c'est 10 ans pour les contrats. Oui. En Allemagne aussi. Par contre, en Angleterre, ce qui est dans la loi, je crois, c'est ils cèdent aussi beaucoup de droits dans les contrats secondaires, etc., traduction, parce que les maisons d'édition, je crois, en Angleterre, sont beaucoup plus grosses et donc elles ont souvent la partie poche, oui. la partie même audiovisuelle. Hein, parfois, c'est vrai que ce sont des géants. Ouais. Et par contre, en fait, dans la loi dit que si dans les 3 ans, l'éditeur n'a pas exploité les droits, l'auteur les récupère. Ça fait plein de portes de sortie en fait pour les auteurs et nous complètement coincés sur notre marché français. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment le paradoxe, comme on le disait, du droit d'auteur à la française qui est totalement vanté comme mais enfin c'est une fiction cette histoire, c'est-à-dire que je suis désolée mais je vais être un peu mais le droit d'auteur sans grand verrou ça devient le droit des exploitants des œuvres. En réalité il y a une appellation qui peut être assez trompeuse par moment parce que de fait à part le droit moral qui bien sûr présente des avantages mais qui est quand même assez difficile à manier dans certaines situations, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas content de l'avoir mais ça veut dire que c'est pas forcément en tout cas ce qui va nous aider sur le champ de la rémunération ou de l'amélioration de nos droits sociaux. On se rend compte qu'il y a quand même un vrai problème, ça c'est sûr. Mais c'est très bien ce travail de comparaison, en tout cas pour l'avoir fait aussi à une époque côté même Allemagne, etc. On se rend compte que oui, il faudrait peut-être casser la représentation et aller sur le champ du professionnel, c'est ce qu'on a dit pendant tout le live, mais c'est-à-dire remettre les choses à plat. On sort vraiment des fantasmes symboliques et concrètement, comment on fait pour avoir un contrat qui est correct. Et là-dessus, pour sûrement nous acheminer vers la fin du live, c'est la négociation collective, parce que c'est ce qui revient dans le chat, se dire il nous faut des syndicats, il faut qu'on soit protégé, parce qu'on se rend compte que l'individu seul, il a une marge de manœuvre, mais qui est vite limitée, parce qu'elle est confrontée au collectif, en fait, y compris le collectif des maisons d'édition qui sont organisées et qui défendent leurs propres intérêts, ce qui est tout à fait normal dans un environnement économique. Comment pourrait-on faire ? Eh bien, il faudrait déjà qu'on ait un vrai cadre et un vrai statut professionnel qui nous permettent d'encadrer tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grande force contraignante en réalité. Stéphanie, tu veux peut-être... C'est vrai que l'absence de statut, en fait, j'ai l'impression qu'on a conclu tous les lives de cette série. C'est ça. Mais et à la fois, je pense qu'aujourd'hui, on devient... en tout cas en concertation et avec ceux qui se sont investis davantage sur justement cette négociation auprès des pouvoirs publics de la mise en place d'un statut, ça fait que du coup on est un peu plus agacé qu'au début de l'année et que notre pugnacité est parfois mise à l'index parce qu'elle est justement à la hauteur de l'enjeu, c'est-à-dire qu'on veut revendiquer coûte que coûte un statut professionnel parce qu'on voit aussi des auteurs et autrices, même si j'ai salué quelques avancées positives tout à l'heure, qui sont quand même fatigués aussi et qui ne vont pas tenir longtemps en fait à ce rythme-là, avec des rémunérations qui baissent. Je crois qu'on avait calculé qu'il y avait pratiquement 20% de rémunération en moins depuis une vingtaine d'années, des droits qui sont cédés. Alors que le coût de la vie augmente. Alors que le coût de la vie augmente, mais tout à fait. Et puis, en plus, on leur demande aussi, on n'en a pas parlé ça, mais on leur demande de plus en plus de choses. On leur demande d'être actifs sur Instagram. Alors moi, et je suis fière de le dire, en tant que boomeuse, parce que vous m'appelez tous comme ça au sein tu n'es pas une boomeuse. Alors, je ne suis pas une boomeuse, mais je le dis évidemment avec beaucoup d'amour. Mais non, je le dis, c'est pas évident. C'est-à-dire que vous vous lancez, on vous dit, oui, il faut avoir un compte Instagram, il faut avoir un compte Twitter, il faut avoir un compte Facebook, et puis il faut être visible. Alors, il faut lancer des codes promo. Enfin bon, bref, je vais même pas parler de tout ça parce que je ne connais pas tout ça. Mais on vous demande en fait de ne plus être simplement un créateur. On vous demande d'être un promoteur de votre travail, d'être un correcteur aussi, parce qu'on a de plus en plus correcteur.
sur la correction. Et donc, il y a un décalage entre le travail éditorial qui, à la fois, incombait autrefois à l'éditeur, qui vient de plus en plus peser sur les épaules de l'auteur, au point peut-être d'ailleurs qu'on pourrait se demander quel est l'avenir du métier d'éditeur quand on voit autant de personnes qui choisissent l'auto-édition, et peut-être d'ailleurs à raison. Enfin, en tout cas, on est dans un écosystème qui est en train qui subit beaucoup d'évolution, des auteurs et autrices de plus en plus affaiblis financièrement et juridiquement, et il est grand temps que les pouvoirs publics répondent par la construction d'un vrai statut professionnel. Eh bien, l'avenir nous le dira. En tout cas, la Ligue ne va pas manquer de travail pour ces prochaines années, non. Ça, c'est certain. Et elle nous est très précieuse. On va conclure du coup ce live. Carole, est-ce que tu veux commencer à conclure de ton côté par rapport à la négociation de contrat? C'est des choses que tu connais bien, mais qu'est-ce qui t'apparaît comme les points les plus saillants qu'on pourrait donner à nos auditeurs? En synthèse, effectivement, je pense que les points saillants, c'est de se placer en tant que professionnel. Si on veut être considéré comme un professionnel, faut soi-même se comporter comme un professionnel. Donc ça reprend ce qu'on a dit, pas faire ça dans un bar après un repas, mais voilà, on lit bien le contrat, on essaie de comprendre le contrat, on pose des questions et on essaie aussi d'ouvrir en se disant que la rémunération c'est une chose, mais comme donc il a été dit, tout a un prix, donc peut-être un prix plus bas s'il y a des conditions qui sont peut-être moins lourdes à la charge de l'auteur. Voilà, donc on essaie d'être curieux, de bien comprendre et de conclure en connaissance de cause à tout le moins. Voilà. De ton côté, Stéphanie, bon, tu as l'habitude bien sûr, mais ce qui est intéressant, ce que je veux dire pour la conclusion, c'est que tu es juriste en propriété intellectuelle et que par ce nouveau poste de directrice de la Ligue, tu as vu un autre envers du décor plus pratique. Donc, qu'est-ce que tu en retiens ? Moi, en tout cas, de cette expérience, j'en retiens que l'hyperspécialisation en propriété intellectuelle mène sans doute à une vision très parcellaire des métiers qu'on prétend défendre en faisant du droit d'auteur, en fait. Il y a une vraie différence entre les deux. Donc, c'est plus une invitation peut-être à mes chers collègues spécialistes du droit de la propriété intellectuelle à regarder un peu plus près les contrats et surtout du côté des auteurs, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, on regarde aussi souvent du côté des éditeurs, évidemment, ils sont plutôt confortables, ces contrats, mais du côté des auteurs, il y a vraiment des déséquilibres significatifs qui sont assez inquiétants pour simplement l'avenir, d'ailleurs, des métiers de la création. C'est pas une note positive, hein, vous avez vu? J'ai l'impression que c'est un peu le live de la déprime. Je ne veux pas, alors, voilà, mais je l'ai dit dans l'autre chat, c'est déprimant. Mais en fait, encore une fois, je le dis avec mon propre référentiel. Pardon, mais je l'ai dit dans le précédent live sur les résidences. J'ai dit, moi, je parle en tant que juriste et quand on vient me voir, et comme avec Ralph, on en rigole souvent tous les deux quand on en discute. Quand on vient nous voir, c'est que les gens ont des problèmes. Parce que c'est vrai. Quand tout va bien, les gens ne viennent pas nous voir. On va pas voir un juriste ou un psychologue. C'est clair. Oui, voilà. Aussi quand tout va bien. Elisa. Moi, je conseillerais comme disait Carole, de se renseigner. Il y a plein de matières, donc différents syndicats, comme la charte, comme la Ligue, d'adhérer à un syndicat aussi, parce que c'est aussi comme ça qu'on se défend. Hein. On est plus fort à plusieurs. Puis après, de ne pas hésiter, même si en effet c'est un peu déprimant et parfois on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, on arrive quand même toujours. D'abord, on se professionnalise, on montre qu'on est professionnel, qu'on s'intéresse, qu'on comprend ce qu'on signe. Et ensuite, comme disait Stéphanie, il y a toujours des clauses illégales dans les contrats que je reçois, des trucs qu'on fait sauter hyper facilement, mais qui nous protègent, comme les droits de préférence, par exemple, ou les avaloirs qu'on doit rembourser si jamais il n'y a pas assez de livres qui sont vendus, des trucs hallucinants. Donc voilà, faut quand même être vigilant pour au moins faire sauter ça, et puis puis essayer de négocier mieux, quoi. Et puis, se dire que vous n'êtes pas seul. Il y a en effet, pour ne citer que la Ligue, la Charte, le CAB, mais beaucoup d'autres syndicats des métiers de la création, où vous avez des équipes, des bénévoles qui donnent énormément de temps, qui sont là, et on trouve beaucoup de courage et d'énergie positive dans le processus de groupe aussi, puis pour se rendre compte qu'on n'est pas seul dans ce qu'on vit. Ralph, je voulais te donner la conclusion finale parce que je trouve ça très intéressant d'avoir allié une dimension psychologique à ce live, parce que très souvent je trouve que c'est la partie manquante de beaucoup des problématiques qu'on traite, alors qu'on est dans un environnement qui est hautement violent. C'est quelque chose qu'on dit peu, mais quand on y réfléchit et quand on regarde de plus près en fait les mécanismes à l'œuvre sous le vernis
parmi, je dirais, policés des univers de l'édition, il y a des dimensions qui sont quand même assez rudes. Et j'aimerais bien un jour que soit vraiment menée une étude sérieuse sur la santé mentale, en fait, des créateurs et créatrices, et en tout cas tous ces enjeux psychologiques, parce que je trouve qu'à la lumière de tous les mouvements qui sont en train de se produire, y compris du côté des droits des femmes, mais ce n'est à mon avis qu'une petite parcelle de tout ça, on se rend compte qu'il y a des souffrances psychologiques au travail profondes. Qu'est-ce que toi, tu pourrais conseiller de ta pratique, de ce que tu as vu, même si tu n'es pas expert des métiers de la création, tu as peut-être une expérience beaucoup plus transversale pour nous donner des conseils. Des conseils sur... Eh bien, comment prendre en fait le bout de tout ça et à quel point la dimension psychologique et la formation psychologique peut être importante pour nos métiers? Alors, écoutez, hein, la formation psychologique, je ne sais pas. Par contre, effectivement, vous connaître, ne pas arriver seul, éventuellement chercher des auteurs concrètement qui sont déjà publiés et leur demander comment ça se passe pour eux dans la même édition, dans la même maison, si on reste sur le livre. Peut-être venir à la négociation, déjà créer le cadre de la négociation en le posant, et venir à la négociation peut-être avec un autre auteur, voilà, qui est beaucoup plus neutre, qui n'est pas investi, mais qui connaît aussi la réalité du travail et du métier, pour vous aider à négocier. Et puis après, voilà, concernant plutôt la dimension psychologique, et la violence dont tu parlais, évidemment, c'est une violence énorme que de s'investir dans un projet, en temps, en argent, en émotion, et d'y mettre sa peau et sa vie, et de se le voir refuser, maltraité, péjoré, et finalement rentrer dans une petite entreprise commerciale, voilà, et se retrouver finalement face à des gens qui se fichent peut-être de ce qu'ils vendent, mais qui veulent surtout en vendre beaucoup. Et je pense que là, il y a quelque chose aussi dont il faut se rappeler, c'est que là où vous négociez un contrat, eux, ils négocient plein de contrats. Donc, c'est-à-dire que là où votre métier, c'est d'écrire, de peindre, de dessiner, eux, leur métier, spécifiquement, c'est de vendre. Et que le contrat, et pour que cette vente soit rentable, c'est vraiment la pierre angulaire, quoi. Donc, effectivement, il y a vraiment plusieurs dimensions, hein. Ramener le collectif, effectivement, ramener un cadre, que la loi devienne protectrice, que la loi, quand elle existe, soit appliquée, que les clauses illégales, elles puissent dégager, ramener la solidarité du groupe, parce que vous avez besoin de ça, parce que les artistes, la plupart, vous avez un travail qui est solitaire, qui est long, et le moment où finalement vous allez vous exposer dans l'exposition, dans le salon, ou face à vos lecteurs, ou face à vos spectateurs, c'est un moment qui arrive au bout de tout un truc qui peut être extrêmement éprouvant. Donc effectivement, je pense que vous avez besoin de soutien aussi sur ce plan-là. Donc il y a peut-être plusieurs choses à voir. Je ne suis pas tout à fait suffisamment clair. Et voilà, mais si, je pense que c'est assez clair. Et même, je dirais, prendre soin de soi psychologiquement, ça me paraît important en fait par rapport à tout ce qu'on a dit, parce que la confrontation de la négociation, ça demande d'être positionné et ça demande d'être au clair avec soi-même. Quand tu parlais tout à l'heure des mécanismes à l'œuvre sur la narcissisation et une forme de dépendance, par exemple, qui pourrait intervenir du fait de recevoir des compliments, etc. Tout ça, déjà, en avoir conscience, c'est pouvoir les repérer et agir. Alors que si on n'en a pas conscience, on peut être dans une forme de souffrance de ne pas comprendre pourquoi on n'arrive pas à se sortir d'une situation qui peut paraître invraisemblable, quoi. Donc, il me semble que c'est quelque chose qui est assez peu abordé. C'est aussi un sujet tabou, mais on en parlait avec d'autres auteurs autrices de BD, mais sur les taux de suicide, notamment en bande dessinée, on voit qu'il intervient des événements, ça n'a jamais été mesuré très concrètement, mais on est quand même dans un environnement où socialement et psychologiquement, il y a de la souffrance. Et cette souffrance, elle n'est pas prise en charge de fait parce que déjà, elle n'a même pas commencé à être verbalisée en fait totalement. Donc, sur ces négociations de contrat, on en revient, je pense, à cette dimension où il y a le cadre juridique, mais ce que beaucoup d'auteurs et autrices nous disent, c'est que, OK, maintenant, ils savent, il y a des choses qu'ils savent, mais ce positionnement à avoir et repérer en fait ces différents mécanismes durant la négociation, sortir de l'affect purement avec leurs interlocuteurs, c'est quelque chose qui est difficile. Donc, c'est peut-être des choses qu'on pourra aborder en formation, en tout cas du côté de la Ligue.
Ça paraît, enfin, vous devez bien le voir dans vos formations que la dimension psychologique est quand même aussi importante que l'aspect juridique. Bon, si je peux me permettre une dernière remarque, négocier en fait c'est un métier, hein, et être juriste c'est aussi un métier, donc je pense qu'il faut pas non plus être trop dur avec soi-même. Chacun en fait son métier et voilà. Donc, il faut aussi être indulgent et il faut, je pense, donner le maximum de cartes en main pour les auteurs. Mais une fois encore, le mieux, c'est effectivement d'être assisté. Et d'ailleurs, côté éditeur, ils ont des juristes qui sont spécialisés, ils ont même des avocats spécialisés. Donc, c'est normal aussi de ne pas réussir à négocier parfaitement bien son contrat sans représentation. Il faut être indulgent envers soi-même. Sachant que, comme tu dis, les maisons d'édition ont leur propre représentation, mais que souvent, c'est même plus ambigu que ça, c'est-à-dire que quand on parlait de faire des cessions entre les choses, en fait, par exemple, un éditeur qui n'a pour le coup aucune connaissance juridique va parfois négocier un contrat avec son auteur parce qu'on lui a demandé de le faire, et parfois c'est même pas de mauvaise foi, c'est que réellement il ne comprend même pas tous les tenants et les aboutissants, il va respecter la politique de la maison. Bien sûr. Même si je dirais c'est pas son métier qu'il faut mettre un intermédiaire, ça c'est ma petite conclusion personnelle, même avec ces intermédiaires il faut être vigilant en fait, c'est-à-dire qu'on parlait des agents, mais un agent c'est aussi signer un mandat d'agent, donc on revient quand même moi je pensais plutôt à des conseils juridiques qu'à des avocats qui défendent les intérêts du coup, parce que dans plein d'autres domaines en fait, on négocie des contrats pour les clients et c'est un métier quoi, donc c'est difficile de demander ça en fait à une personne dont c'est pas le métier. Ah, c'est sûr, mais comme à peu près tout, je pense, dans nos métiers de la création, on n'est pas comptable, mais on est quand même dans des métiers où, de fait, vous gérez tout. On gère tout. Donc, à moins de payer énormément de personnes pour faire plein de tâches très différentes, on est confronté inévitablement c'est ça. à ça. Enfin, même si après, on peut avoir le confort de payer quelqu'un, en effet, pour faire ce métier qui n'est pas le nôtre. Mais dans la réalité, très souvent, on est obligé de... Mais l'idée, c'était quand même d'être indulgent envers soi-même par rapport à ce que tu disais, parce qu'on n'est pas là non plus pour dire vous êtes nuls, vous négociez mal vos contrats. Non, bien sûr, mais justement, de prendre conscience aussi de la... dimension psychologique et de ce que ça représente comme difficulté, je crois que c'est peut-être le premier pas pour être indulgent envers soi-même, de se dire qu'en effet, on n'a pas forcément toutes les cartes quand on arrive, quoi. Et Raph, tu voulais ajouter quelque chose ? La question que tu soulèves, que je trouve moi passionnante et qui dépasse la situation artistique, c'est la question de c'est quoi le cœur du métier. C'est-à-dire que le type qui dessine, il peut estimer que le cœur de son métier, c'est de dessiner. Et un autre lui dira oui, mais aller acheter du matériel, aller choisir des pinceaux, de l'encre, des couleurs, etc., ça fait aussi partie du métier. Et un autre dira oui, mais prendre en photo ton travail pour l'exploiter, le retravailler par exemple graphiquement avec des moyens informatiques, etc., ça fait aussi partie du métier. Et c'est quelque chose qui est totalement défendable. Et on peut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu peux avoir, imaginons quelqu'un qui serait capable, effectivement, c'est l'auto-édition, il commence à dessiner et puis à la fin, il va le déposer, après l'avoir reprographié, fabriqué, transporté en carton, il va le distribuer lui-même. On peut tout imaginer. Et c'est pareil dans tous les métiers. C'est-à-dire que moi, je vois des médecins qui vont me dire, voilà, mon boulot, c'est de consulter. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais faire des recherches sur Internet, aller regarder des articles scientifiques, ça fait aussi partie du boulot. Et après, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est quoi le cœur d'un métier ? Ouais, c'est compliqué. Non, mais chacun, je pense, à un moment, dit, voilà, moi, je suis avocate, mon boulot, c'est de plaider, mais c'est aussi de lire de la jurisprudence, d'aller faire des trucs. Et puis, il y en a d'autres qui disent, non, moi, mon boulot de juriste, c'est d'abord de travailler sur les textes, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose qu'on doit soi-même, à un moment, s'interroger et se dire c'est quoi le cœur de mon métier, c'est quoi surtout dans le métier artistique où effectivement les frontières sont là où on les pose, clairement, et puis aussi au plan collectif, parce que c'est la question qui se pose derrière l'artiste professionnel. Et finalement, est-ce que la professionnalité, c'est j'y passe 100% de mon temps ou j'en retire des revenus démesurés, ou est-ce que c'est pas simplement je suis capable de dire c'est quoi le cœur de mon métier, même si c'est ça ou même si c'est ça. Voilà. C'est une belle conclusion, moi, je trouve, pour notre fin de saison avant la rentrée. Quel est le cœur de nos métiers ? Et pour répondre en partie à cette petite question, on a quand même fait un cycle de vidéos live, artiste-auteur, un statut, et sur les métiers, sur tout ce qui est en périphérie de la création. On a très peu parlé de création durant ces lives. En fait, on a parlé de tout ce qui concerne notre profession,
para-création, on va dire, sur tout ce qu'il y a autour, et qui sont, qui sont en tout cas d'une façon ou d'une autre des éléments auxquels on va être confronté. C'est peut-être pas le cœur de nos métiers, mais de fait, eh bien, on est obligé d'y faire face, que ce soit soit de gagner cette expertise soi-même, soit que cette expertise soit remise dans les mains d'autres intermédiaires. Mais peut-être que sans être trop dur avec soi-même, il y a quelque chose, pour finir, que je voudrais dire, c'est que ce qui ressort beaucoup de tous ces lives, justement, c'est le fait d'être informé et le fait justement de pouvoir prendre des décisions de manière plus éclairée. Peut-être que pour certains, en effet, négocier le contrat, c'est pas mon truc. Ça, franchement, je le ferai jamais. Je suis pas capable. Je me sens pas dans cette modalité aussi psychologique, parce que la négociation, c'est aussi une modalité. Donc voilà, je vais faire le choix après de le transvaser ailleurs. Mais néanmoins, je crois que ça ne dispense pas à un moment donné d'être conscient, en fait, et d'être informé des choses. Et ce travail d'information, il me paraît essentiel, parce que c'est ce qui nous manque le plus actuellement. Faire des choix éclairés quand on est dans un écosystème qui est très souvent illisible. Peut-être du coup que Steph, tu veux faire la conclusion définitive. La conclusion définitive, ce sera peut-être un rendez-vous au 2 septembre pour faire le bilan, justement. Mais alors, dis-nous le programme de la rentrée. Live, c'est vrai. Alors, donc, rendez-vous le 2 septembre, après cette coupure estivale qui va faire du bien à tout le monde. On sera peut-être moins négatif à la rentrée. Et oui, on sera rayonnant, on aura pris le soleil, on aura voyagé au cœur de l'été, on reviendra avec encore plein d'idées. On est en train de préparer un plan qui vous sera dévoilé dans les prochaines semaines. C'est un plan d'action très concret qui vise à la fois le renforcement du statut, mais aussi la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. D'ailleurs, certaines mesures ont été annoncées hier sur notre compte Twitter. En fait, ce rendez-vous du 2 septembre, il est important pour 2 raisons. D'abord parce qu'on va revenir sur cette année particulièrement chargée. On a connu une crise sanitaire sans précédent qui a mis le régime artiste-auteur à rude épreuve, le statut pareil. Donc on va d'abord être sans doute un peu pessimiste et faire un bilan peut-être un peu triste de ce qui aurait pu être fait, et on finira sur une 2e émission qui sera consacrée cette fois à la présentation des actions de la Ligue en 2021 et en 2022, parce que on vous promet des belles actions pour consolider tout ça, en tout cas essayer de réfléchir à la façon dont collectivement on peut travailler pour renforcer la protection des intérêts de toutes et tous. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous d'avoir accepté cette invitation. Un grand merci à Émilie qui est en coulisses et qui a réalisé toutes ces web émissions, tout le montage. Merci à tous les illustrateurs et illustratrices qui ont collaboré avec nous pour toutes les vidéos. Merci aux artistes, auteurs, autrices qui sont intervenus, aux experts également, et puis à tous ceux qui ont témoigné. On se retrouve alors à la rentrée, plein d'énergie positive, on vous le promet, plein de projets et avec la détermination de changer les choses. À très bientôt pour une nouvelle web émission. Bonne soirée. Bye.